Introduction. Le désert et la peur de l'invisible. Dans le Sahara, tout est silence, sauf quand le pouvoir décide d'y faire taire les esprits. Imaginez un instant, des dunes infinies, un ciel étoilé qui semble toucher la terre, et au milieu de ce néant sublime, des hommes qui prétendent parler au vent, des guérisseurs capables de soigner la fièvre avec des chants, des gardiens de secrets millénaires sculptés dans le sable et la mémoire collective. Les Touaregs, ce peuple du voile bleu, maître du désert, ne vivaient pas seulement dans l'immensité saharienne. Ils étaient le désert. Ces voix, ces mystères, ces lois invisibles. Mais voilà, l'invisible dérange toujours ceux qui veulent tout contrôler. Au tournant du XIXe siècle, deux forces titanesques se sont rencontrées dans ces terres oubliées. D'un côté, l'empire colonial français, avec ses cartographes, ses canons et sa foi civilisatrice. De l'autre, un islam devenu outil de domination administrative. Entre les deux, les sorciers du désert, ou plutôt ceux qu'on a appelés sorciers, parce que c'est toujours plus simple de condamner ce qu'on ne comprend pas. Cette histoire n'est pas celle d'une bataille, c'est celle d'un effacement, d'une mémoire qu'on a tenté de dissoudre dans le sable. Et pourtant, elle murmure encore. Si l'histoire cachée vous fascine, abonnez-vous avant que le vent n'efface nos traces. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est un conflit invisible, celui où la foi devient arme, où la spiritualité devient crime, où la mémoire devient subversion. Un conflit qui révèle une vérité inconfortable. Le pouvoir, qu'il soit colonial ou religieux, a toujours eu peur de ce qu'il ne peut pas nommer. Alors, qui étaient vraiment ces sorciers Touaregs? Pourquoi l'islam colonial les a-t-il traqués? Et surtout, qu'est-ce que leur résistance silencieuse nous dit sur la manière dont l'histoire est écrite? Et surtout, par qui? Entrons dans le désert. Mais attention, ici les mirages ne sont pas toujours là où on les attend. Chapitre 1, le savoir du désert, magie, guérison et esprit du vent. Parlons d'abord de ces hommes qu'on a appelés sorciers. Dans les sociétés touaregs traditionnelles, il existait des figures respectées, craintes parfois, mais surtout indispensables. Les ineslements, les guérisseurs, les Imousnawen, les savants et les agutas, ceux qui connaissaient les secrets du vent et des étoiles. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas des marginaux. Ils étaient le cœur battant de la vie sociale. Ils soignaient les corps, apaisaient les esprits, lisaient les signes du ciel et transmettaient les récits fondateurs de leur peuple. Leur pratique, un mélange fascinant de savoir empirique et de rituels symboliques. Ils fabriquaient des amulettes, des tiras gravés de symboles tifinag, l'écriture ancestrale des Berbères. Ils récitaient des incantations pour protéger les caravanes des tempêtes de sable. Ils utilisaient des plantes du désert, l'absinthe, le henné, la résine d'acacia, pour traiter les fièvres, les morsures de serpents, les blessures infectées. Et, oui, ils parlaient aux esprits, auxquels essoufflent les génies du vent, aux ancêtres qui hantaient les oasis abandonnées, aux forces invisibles qui, selon eux, gouvernaient le monde bien plus sûrement que n'importe quel sultan ou général. Tout cela, évidemment, faisait très mauvais genre aux yeux des nouveaux maîtres du Sahel. Car au XIXe siècle, lorsque la France commence à étendre son empire vers le sud, elle ne trouve pas seulement du sable, elle trouve des sociétés organisées, des réseaux commerciaux millénaires et surtout des systèmes de croyances qu'elle ne comprend pas. Pire encore, qu'elle ne contrôle pas. Le colonialisme, c'est toujours la même histoire. On méprise le sorcier le matin et on le supplie le soir quand la fièvre monte. Les archives coloniales regorgent de rapports contradictoires. D'un côté, les administrateurs français décrivent ces hommes de sable comme des charlatans et des agents de superstition. De l'autre, ces mêmes administrateurs ou leurs familles
consultent discrètement les marabouts et les guérisseurs locaux lorsque la médecine occidentale échoue. Un officier colonial tombe malade à Tombouctou, on fait venir le guérisseur. Un enfant de colon est frappé par une fièvre inexpliquée à Agadez, on grave un talisman, hypocrisie, certainement, mais aussi reconnaissance implicite d'une vérité dérangeante. Ces savoirs fonctionnaient, pas toujours bien sûr, mais suffisamment pour que même les sceptiques y recourent en secret. Et puis, il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, de plus politique. Ces guérisseurs ne se contentaient pas de soigner, ils racontaient. Ils préservaient la mémoire orale, les généalogies, les épopées des ancêtres. Ils étaient les bibliothèques vivantes du désert. Et une bibliothèque qu'on ne peut ni brûler ni censurer, c'est un cauchemar pour tout pouvoir qui veut réécrire l'histoire à sa guise. Alors, que faire d'eux? On ne pouvait pas les éliminer physiquement, trop utiles, trop respectés, mais on pouvait les délégitimer, les marginaliser, les transformer, aux yeux de leur propre peuple, en reliques d'un passé révolu. Et pour cela, il fallait une arme idéologique, une foi plus forte, plus pure, plus moderne. Il fallait un islam colonial. Chapitre 2. L'islam colonial, la foi comme outil de contrôle. Parlons franchement. L'islam n'est pas arrivé au Sahara avec les Français. Il y était déjà depuis des siècles, porté par les caravanes, les marchands, les confréries soufis. Un islam pluriel, souple, qui cohabitait avec les croyances locales, les rites pré-islamiques, les esprits du désert. Un islam vécu, respiré, touareg. Mais l'islam que les colonisateurs ont utilisé n'avait rien à voir avec cette spiritualité du sable. Au tournant du XXe siècle, l'administration coloniale française adopte une stratégie brillante et cynique. Plutôt que d'imposer directement le christianisme, trop risqué, trop voyant, elle décide de s'appuyer sur un islam réformé, contrôlé, administratif. Un islam qui condamne les superstitions, les déviations, les pratiques païennes. Un islam qui, par une curieuse coïncidence, délégitimise précisément les figures de pouvoir local que la France ne parvient pas à soumettre. Les autorités coloniales nomment des cadis, des juges religieux, qui dépendent directement d'elles. Elles financent des écoles coraniques où l'on enseigne une version épurée, standardisée, parisienne de l'islam. Elles s'allient avec certaines confréries soufis comme la Tijaniya, tout en combattant d'autres, comme la Sanusiya, trop indépendante, trop hostile à l'occupation, et surtout, elles brandissent un concept redoutablement efficace, le shirk, l'association. Dans la théologie islamique, le shirk désigne le fait d'associer quoi que ce soit à Dieu, le faute la plus grave, l'hérésie absolue. Or, que font les guérisseurs touaregs lorsqu'ils invoquent les esprits du vent? Du shirk. Lorsqu'ils fabriquent des amulettes? Du shirk. Lorsqu'ils prétendent lire l'avenir dans le sable? Du shirk. Sous prétexte de purifier la foi, on a surtout purifié la mémoire des peuples. Les archives françaises sont explicites. En 1902, un rapport du commandant Lapérine, administrateur militaire du Sahara, note avec satisfaction que l'introduction d'un enseignement coranique orthodoxe permet de réduire l'influence des marabouts indigènes et de leurs pratiques douteuses. Traduction. En imposant une lecture rigoriste de l'islam, on marginalise ceux qui détiennent un pouvoir spirituel indépendant. Et ça marche. Progressivement, les guérisseurs sont vus avec méfiance par une nouvelle génération de Touaregs éduqués dans les écoles coraniques coloniales. Leurs amulettes deviennent des objets de superstition, leurs chants des chants interdits, leurs savoirs des erreurs du passé. Mais attention, ne nous y trompons pas. Cette répression n'est pas religieuse, elle est politique. L'islam colonial n'est qu'un outil, un très bon outil certes, mais un outil quand même. Ce qui compte, ce n'est pas la pureté théologique, c'est le contrôle, le pouvoir, parce que celui qui contrôle la foi contrôle les consciences.
et celui qui contrôle les consciences n'a plus besoin de canon. L'ironie, évidemment, c'est que cet islam colonial, si rigide, si moderne, finira par se retourner contre ses créateurs. Les mouvements anticoloniaux du XXe siècle, du FLN algérien aux indépendantistes maliens, utiliseront précisément cette rhétorique religieuse pour légitimer leur révolte. Le colonisateur, en armant l'islam contre les traditions locales, a involontairement forgé l'arme de sa propre défaite. Mais ça, c'est une autre histoire. Ou peut-être la même, vue d'un autre angle. Revenons aux sorciers, parce que leur histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Chapitre 3, le pouvoir invisible. Quand la magie résiste. Voici la chose fascinante avec le désert. Il efface tout, les pas, les traces, les noms gravés dans la pierre. Mais les voix résistent malgré les condamnations, malgré les persécutions, malgré les décennies de discours sur la superstition et le progrès. Les pratiques des guérisseurs touaregs n'ont jamais vraiment disparu. Elles se sont transformées, adaptées, camouflées. Les amulettes ne se portent plus au grand jour, on les cache sous les vêtements. Les incantations sont interdites, on les murmure. Les rituels sont condamnés, on les pratique la nuit, loin des regards, dans les campements reculés où l'administration ne met jamais les pieds. Et surtout, ces savoirs se sont fondus dans ce que même les autorités religieuses ne pouvaient pas interdire, la culture. Les chants touaregs, les azawan, continuent de transmettre les histoires des ancêtres, codées dans des métaphores que seuls les initiés comprennent. Les motifs géométriques gravés sur les bijoux berbères reprennent les symboles des anciennes amulettes. Les récits contés autour du feu perpétuent la mémoire des esprits du désert, sous couvert de folklore. La résistance, ici, n'est pas militaire. Elle est mnémonique, une guerre de la mémoire contre l'oubli. Et puis, il y a cette vérité que personne n'ose vraiment dire à voix haute. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, dans les capitales africaines climatisées et modernisées, les puissants consultent encore les héritiers de ces détenteurs d'un savoir invisible, des hommes politiques qui, en public, récitent la shahada et condamnent les pratiques obscurantistes, mais qui, en privé, font venir un marabout avant une élection, des généraux qui portent des talismans sous leur uniforme, des entrepreneurs qui sacrifient un mouton avant de signer un contrat parce que on ne sait jamais. L'histoire officielle peut bien effacer les sorciers touaregs. L'histoire réelle continue de les consulter. Ce paradoxe révèle quelque chose de profond sur le rapport entre pouvoir et croyance. Les élites peuvent imposer un discours rationnel, moderne, épuré. Mais face à l'incertitude, la maladie, la guerre, l'échec, la mort, même les plus sceptiques cherchent des réponses là où la raison s'arrête. Et où la raison s'arrête, les esprits du désert murmurent encore, épiloguent, les voix du sable. Le désert efface les pas, mais pas les voix. Celles des esprits qu'on a voulu faire taire, murmurent encore sous le vent chaud du soir. Aujourd'hui, les descendants de ces guérisseurs vivent encore dans les massifs de l'Aïr, dans les oasis du Tassili, dans les campements autour de Tombouctou. Certains perpétuent discrètement les savoirs ancestraux, d'autres les ont oubliés, emportés par l'exil, l'urbanisation, la mondialisation. Mais la question demeure. Pourquoi cette histoire nous fascine-t-elle autant? Peut-être parce qu'elle nous rappelle une vérité inconfortable, que l'histoire, celle qu'on enseigne dans les livres, celle qu'on célèbre dans les musées, n'est jamais toute l'histoire. Qu'entre les lignes officielles se cachent des récits effacés, des mémoires condamnées, des savoirs interdits. Que chaque pouvoir, qu'il soit colonial, religieux ou politique, a toujours cherché à contrôler non seulement les corps, mais aussi les esprits, et que cette guerre-là, la guerre de l'invisible, ne se termine jamais vraiment. Les sorciers touaregs n'étaient pas des magiciens. Ils étaient des gardiens, gardiens d'une mémoire,
d'une cosmologie, d'une manière d'être au monde que le pouvoir ne pouvait ni comprendre ni tolérer. Et leur résistance, elle n'est pas héroïque au sens hollywoodien du terme. Elle est humble, silencieuse, obstinée, comme le sable qui, grain après grain, finit par ensevelir même les monuments les plus imposants. Alors, si vous avez écouté cette histoire jusqu'au bout, c'est que vous comprenez déjà quelque chose d'essentiel. L'histoire n'est jamais close. Elle murmure dans les interstices, dans les silences, dans les récits qu'on refuse d'oublier. Si ces voix vous ont parlé, laissez un signe avant qu'elles ne disparaissent à nouveau dans le sable. Abonnez-vous, l'histoire n'aime pas le silence. Et maintenant, dites-moi, qui écrit l'histoire? Ceux qui gagnent les batailles ou ceux qui se souviennent? La réponse peut-être souffle encore dans le désert.